Plot, alors d'abord en quelques mots. Plot, c'est apparu par surprise début mai. Personne n'était au courant, enfin, moi, je n'étais pas au courant, on n'avait rien vu filer. Et tout d'un coup, débarque une librairie qui est donc en version très préliminaire, où Mike Bostock et ses collègues ils ont bossé en silence pendant presque un an. Et depuis un an, enfin, depuis un mois qu'elle est sortie, cette bibliothèque a maintenant 10 000 stars sur GitHub. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais ça fait une jolie courbe d'enthousiasme. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de librairies qui ont 10 000 stars en un mois. Bon, alors, petit rappel sur Observable. Alors, sur le Observable, on avait fait une vidéo sur Observable et on avait enregistré cette vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur ce lien si vous voulez en savoir plus. C'est moi qui présentais à l'époque aussi. En deux mots, dans cette vidéo, j'expliquais que Observable, en première approximation, c'est un tableur JavaScript. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, ce n'est pas une grille avec des cellules, c'est des cellules, elles sont à la queue leu dans un notebook, mais elles se dépendent les unes des autres de manière dynamique, comme le ferait un tableur Excel. Alors, je vais exactement vous montrer. Je déclare une variable ici. J'en déclare une autre qui dépend de la première. Ça fait A que multiplie, non, petit a que multiplie 67. Et évidemment, le truc qui est rigolo, c'est que quand je modifie la valeur de A, eh bien, la valeur de B est modifiée. Voilà, un tableur réactif. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est un fonctionnement qui est extrêmement puissant parce que ça permet de rendre dynamique des calculs qui ne le sont pas. Puisqu'à chaque fois qu'une valeur change, partout où cette valeur est utilisée, tout est recalculé de manière transparente. Et c'est indépendant de l'ordre des variables. C'est-à-dire que si je mets B avant A, ça ne change rien. Bon. Du Markdown, alors pour passer de JavaScript à Markdown, vous voyez, en fait, on peut mettre du JavaScript, du Markdown, de l'HTML ou du texte. Voilà, il suffit que je clique ici, j'utilise ma flèche à droite, et là, je peux taper du Markdown. Donc, ici, je peux mettre un titre, et puis je peux mettre point 1, point 2. Et quand je finis de remplir ma cellule, voilà, j'ai mon texte Markdown s'est transformé en visualisation. Je peux aussi mettre de l'HTML. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme HTML rigolo? Ben, je vais mettre, tiens, on va mettre un input type égale range. Et là, le observable me renvoie une cellule qui contient un curseur, un slider. Et puis, ben, si je peux aussi, je sais qu'il y a certains amateurs de tech parfois dans ces meetups. Donc là, je tape directement en tech. Alors, je ne suis pas un spécialiste mondial de tech, mais je crois que si je fais un truc comme ça, par exemple, même si ce n'est pas tout à fait vrai, voilà, ça m'écrit un texte en tech. Donc, voilà les modifications que j'ai faites. Vous ne les voyez pas dans le classeur observable que vous avez peut-être ouvert, mais si je clique ici sur Republish et que vous rafraîchissiez votre navigateur, vous devrez voir les cellules que j'ai rajoutées. Et autorisez-vous à modifier ce que j'ai tapé. De toute façon, vous n'écraserez rien de ce que j'ai fait. Il va simplement vous dire, observable, que si vous faites plusieurs modifications, si vous voulez les garder, il va falloir forquer mon classeur. Voilà, donc il est même conseillé de bricoler des classeurs qui ont été faits par d'autres. Et puis, si jamais on trouve des pistes intéressantes, on les forque, on se les met chez soi, et là, on peut bricoler et faire des choses. Alors, c'est bien le système de fork parce que ça permet en fait de copier-coller tout en gardant, je veux dire, la trace de pérennité qui était à l'origine du truc. Ça permet aussi de communiquer à quelqu'un qui a forqué, par exemple, de lui faire des suggestions. Voilà. Il y a tout un mécanisme que je ne vais pas détailler là dans ce meet-up sur Observable. Mais
Donc, Observable est un environnement extrêmement douillet pour faire du JavaScript et pas uniquement pour faire des petits mises au point d'algorithmes. C'est quelque chose qui est scalable. Alors, pour ceux qui avaient déjà vu Observable ou qui l'ont regardé d'un peu loin depuis 6 mois, je vais vous parler des dernières nouveautés les plus saillantes. J'ai une question dans le chat. En fait, Observable, à l'heure actuelle, il a 2 versions. Il est dédoublé. Il y a la version que je vous montre actuellement, qui est la version dite expérimentale, mais il y a également une version qui était classique, où je peux choisir de switcher tout classique. Et si je switch tout classique, il n'y a pratiquement pas grand-chose qui change, mais quand même des petits détails d'ergonomie, comme notamment ce navigateur là où on peut naviguer entre les cellules de manière extrêmement efficace. Donc, retenez au moins ça, qu'il y a actuellement 2 personnalités de Observable, celle que j'utilise qui est la plus aboutie, mais qu'il y en a une autre qui est plus stable, quoi, qui est derrière. Celle que je vous montre à l'heure actuelle, c'est celle qui permet notamment de faire de la collaboration en temps réel. Alors, quelques nouveautés. La bibliothèque input, je vais vous la montrer. Non, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû ouvrir un onglet. Donc, la bibliothèque input a été créée par Mike Bostock. C'est un ensemble d'utilitaires qui permettent qu'on peut importer dans le classeur qu'on réalise. Là, je bouge par exemple un petit slider et ça me bouge des valeurs numériques. Donc, j'ai des boutons, des toggles, des checkbox, bon, rien de bien merveilleux, mais il y a quand même quelques petites perles, tout ce qui est plus intéressante. Il y a par exemple celle-ci, table. C'est un composant qu'on appelle en faisant sous cette forme-là, view of rows égale input table search, et tout d'un coup, devant nos yeux ébahis, se forme une jolie table scrollable où chaque titre peut être trié selon sa nature, texte ou string. Non, texte ou non, pardon. Donc ça, c'est un outil extrêmement sympathique. On peut même faire des sélections multiples sur plusieurs lignes. Alors, cette bibliothèque input, c'est vraiment, je veux dire, à l'heure actuelle, tout le monde utilise ça, quoi. Je veux dire, on ne fait plus à la main en JavaScript ou en HTML des interactions. On importe cette librairie et on l'utilise à son rythme dans son classeur. Et bon, ça existait depuis le début d'Observable, mais là, ça atteint un niveau de solidité, d'efficacité qui est remarquable. Deuxième sujet sur Observable qui mérite d'être cité, c'est la collaboration en temps réel. Alors, en gros, pour faire simple, c'est un petit peu comme si on faisait du Google Doc, vous savez, l'endroit où on peut collaborer, on voit le curseur de chacun qui se déplace dans la ligne, on peut même modifier le même mot, on voit nos petites icônes, sauf qu'on veut faire ça avec du code. Je ne l'ai pas testé à fond, mais j'ai fait quelques essais, c'est effectivement assez bluffant. C'est assez bluffant. Alors bon, je ne sais pas si d'un point de vue de management et de développement logiciel, il est de bon ton que plusieurs personnes modifient le même code au même moment, mais bon, c'est une autre question qu'on examinera dans un autre meet-up. Mais en tout cas, c'est très chouette. La troisième innovation que je me propose de vous présenter, c'est les templates. Alors, les templates, c'est techniquement pas vraiment une grande révolution pour Observable, parce qu'on peut déjà faire ça. On pouvait déjà faire ça avant le template. Sauf que là, c'est tellement poussé c'est tellement facile d'emploi que c'est abordable, y compris par quelqu'un qui ne connaît ni JavaScript, ni Observable. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, le principe, c'est on a une bibliothèque de templates, on le fork, on charge ses données et hop, on est parti à utiliser l'application Observable. Alors, je vais vous en montrer un qui me paraît particulièrement bluffant. Donc, voilà tout ce qu'il y a. Voilà, c'est celui-là, Business Planning
Non, Startup Operating Model, c'est encore plus fabuleux. Donc, j'ouvre ce classeur. Donc là, il y a des données par défaut, mais je peux charger les données. Donc, j'ai ici, par exemple, un plan d'embauche où j'ai différentes personnes avec des dates d'embauche, des salaires, etc. Ce que je peux faire, c'est à la souris, je peux en prendre un puis dire, bah non, je vais l'embaucher plutôt là. Oh, ce groupe-là, je vais plutôt l'embaucher ici. Et vous voyez que quand je fais ça, la courbe de charge est immédiatement mise à jour. Donc, vous voyez, c'est le nirvana du start-upper. Alors, ça, c'est pour les embauches, mais il y a aussi les courbes de revenus. Alors, vous savez, les courbes de revenus, combien de nuits passées sur Excel à faire des hypothèses de croissance d'un mois sur l'autre, etc. Non, non, là, c'est encore mieux. On prend les points, puis on dit, voilà, au mois d'avril, on aura vendu ça. Puis au mois d'août, non, il y aura un creux, donc ce sera plutôt ça. Et automatiquement, vous voyez que se met à jour la courbe revenu, la courbe charge à date, et puis ça fait apparaître si on est au-dessus ou au-dessous. Bon, c'est le genre de truc, ça pourrait être vendu des dizaines de milliers d'euros à beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à monter des business, quoi, je veux dire. Mais là, c'est gratuit, c'est dans Observable. On peut uploader ces données et c'est parti. On peut aller bluffer le banquier ou au contraire le faire pleurer parce que les banquiers ils se méfient des business plans qui s'ajustent à la souris. Mais bon, une expérience personnelle. Donc voilà, donc c'est un classeur observable qui vous explique qu'il faut forquer, qu'il faut charger ses variables. Vous voyez, on a les différents postes, les différents salaires. On peut charger le revenu, puis on pourra le modifier à la souris plus tard, etc. Donc ça, je connais rien à rien. Je sais lire l'anglais, je forque, je charge mes données et je peux déjà m'amuser à faire ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est observable. Et ça, j'ai rien installé sur ma machine, je suis directement dans le navigateur. Ça, c'est un truc qui est quand même hyper bluffant de mon point de vue. Bah, bon, à mon sens, on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Alors, dernier truc donc, qui mérite, à mon avis, d'être signalé dans Observable. Depuis quelque temps, Observable est capable un classeur est capable d'héberger des données. C'est-à-dire que quand on a des jeux de données, plutôt que de les héberger à quelque part, on propose de les inclure dans le classeur. Et donc, c'est une extension de ce que proposait déjà Observable l'année dernière. En plus d'un fichier, on peut mettre une base de données SQL Lite, si ça vous parle. Donc, c'est une base de données SQL qui est embarquée et qui peut être manipulée en lecture de manière transparente. C'est comme si on avait une base de données dans le navigateur. Donc, je ne l'ai jamais utilisé moi-même, mais je pense qu'il peut y avoir des applications qui peuvent être très, très très intéressant. Voilà, j'en ai terminé sur ce que je voulais dire sur Observable. Je rajoute, je vous lis là un des commentaires qu'il y a dans le chat qui est, à mon avis, intéressant à signaler. C'est un témoignage qui dit que la collaboration en temps réel, que j'ai mentionné là, juste avant, c'est très efficace en formation à distance parce qu'on peut améliorer ou corriger à plusieurs la réponse à un exercice. Effectivement, je n'avais pas pensé à cette application-là, mais pour corriger à la volée des élèves, ça peut être une très bonne solution. Bon, voilà, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur Observable avant que je passe à la suite et à Plot? Non, alors on attaque Plot directement. Alors Plot, attendez, je prends un coup. Peut-être rappeler que si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat et si c'est un peu long, on vous donnera la parole. Mais peut-être plutôt en fin de Oui. meet-up pour toutes les questions génériques. Posez seulement vos questions techniques qui demandent une réponse très courte pendant la présentation d'Alain. À propos de questions, je vais rappeler ce qui avait été annoncé par message, c'est que Philippe Rivière, qui est un des contributeurs à Plot, je veux dire, c'est lui qui écrit des morceaux de Plot, va nous rejoindre vers 20h. Et donc, on aura l'opportunité géniale de lui poser des questions en profondeur et d'obtenir les réponses depuis la source, quoi. Donc, gardez vos questions les plus chaudes pour la fin. Je ne prendrai que les questions tiennes, d'accord?
Euh, alors, plot. La première fois qu'on découvre plot, enfin, mon impression, je vais vous donner mon impression, c'est que donc on a 10 ans, enfin j'ai 10 ans, je suis au bord du sapin de Noël, j'ouvre la boîte et je regarde les morceaux dedans. Au début, on tourne les machins, on dit tiens, oui, c'est curieux, mais tiens, ça ressemble à ce truc-là, oh, ça on dirait du Vegalite, etc. Puis on commence à assembler les trucs, et puis ça s'emboîte bien, quoi. Je veux dire, puis ça marche bien. Et donc, on a immédiatement une sensation que, oh bah oui, cette boîte de composants va permettre de faire tout ce que je veux. C'est un sentiment de puissance qui naît immédiatement en disant, mais oui, c'est tout ce qu'il me fallait. Avec ça, je vais être le plus heureux des dataviseurs. Bon, après, quand on avance un peu plus, la joie se tempère. Hein, mais la première sensation, c'est effectivement, waouh, c'est chouette. Alors, comment ça marche? D'abord, l'originalité, c'est que ça ne trace pas des graphiques. On ne dit pas fais-moi un bar chart, fais-moi un line chart, c'est pas ça. Ce sont des marques, ils appellent ça dans la terminologie des channels, où des données se transforment en marques. Et c'est la superposition de tous ces channels qui va former une représentation visuelle. Donc, d'une certaine manière, celui qui décrit la visualisation qu'il veut faire, il le fait en manipulant ces données abstraites. Quoi. À aucun moment, enfin, je triche un peu en disant ça, mais on ne raisonne pas en pixels, on raisonne dans les données, dans les données qu'on a mis en entrée de plot. Ça s'appelle comme ça, require. On l'installe avec npm. Enfin, je veux dire, c'est une bibliothèque JavaScript comme les autres. Il n'y a rien de particulier. Le fait qu'elle soit dans Observable lui donne une puissance supplémentaire parce que, comme je vous l'ai dit, dans Observable, tout devient dynamique et que si, bah, d'une certaine manière, Plot devient dynamique par défaut parce que Observable est dynamique. En fait, Plot est déjà dans Observable. Il n'y a même pas besoin de l'importer. Ce qui veut dire que, et c'est ce qu'on voit là depuis le mois qui vient de s'écouler, ils mettent Plot partout là maintenant. Ils sont en train même de remplacer les trucs qui étaient en D3 en Plot. Hein. J'ai quelques exemples. Alors, Plot n'est pas contrariant pour les données. En fait, il accepte plein de jeux de données. Alors, je vais en prendre le plus naïf, c'est le tableau de tableau. Donc, j'ai une donnée, et puis j'ai X, Y, X, Y, X, Y. Quand j'ai ça, et que je trace mon truc, donc je vais l'appeler par plot, point, je vais dire que je veux des points, je vais lui mettre les données, voilà, et que ça. Et puis je vais dire, bah, tu m'affiches ça s'il te plaît, donc je lui dis plot. Et je lance. Et ben, vous voyez là, rien que ça, il se débrouille. Il trouve que dans les X, c'est une donnée quantitative, donc il l'ordonne. En Y, ce sont des ordinaux, donc il se débrouille, ABC, voilà, il nous a tracé un truc. Bon, c'est pas génial, mais enfin, j'ai pas trop de contrôle. Si par exemple je voulais le faire de l'index, ben, il faudrait, par exemple, je peux utiliser la deuxième forme de données. J'ai un tableau d'objets. Je vais le faire pareil. Je vais lui demander, je mets mes données, et puis là, je vais préciser des choses. Je vais dire que X, c'est index, et que Y, c'est valeur. Et je lui demande de tracer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, je lui ai dit explicitement que je voulais que l'axe des X, ça soit le champ index des données que je lui avais fournies, et que le champ Y, c'était la valeur. Mais vous voyez que c'est lui qui se débrouille pour le domaine des axes, et il place tout lui-même. Il a même la gentillesse de nommer l'axe des X index, c'est le nom que je lui avais donné ici, et valeur, donc est là. Bon, mais on a un troisième type de données, c'est le format Archero, où en fait on a des colonnes nommées, c'est-à-dire qu'on définit des données comme une succession de colonnes nommées. Donc si je fais ça, alors je vais pouvoir aussi l'utiliser. .
Donc là, ça va s'appeler index. Donc, index, c'est ce qui va varier. En X, je vais dire que je veux l'index et que je veux, pardon, en X, je veux l'index et qu'en Y, je vais vouloir valeur. Et je vais demander de plotter le tout. Donc, il me trace exactement le même schéma. Comme une petite nuance, c'est que comme je lui ai fourni en X un tableau qui contenait des valeurs et en Y, il a perdu le nom. Donc, ça ne s'appelle plus index, ça ne s'appelle plus valeur. Hein, mais voilà comment... vous voyez que donc je peux avoir mes données, tableau de tableau, tableau d'objets ou plusieurs tableaux, colonnes nommées. Alors, vous vous doutez bien que, en fait, si je mets line à la place de dot, ça devrait aussi faire l'affaire, quoi. Donc, il y a plusieurs marques et on va les balayer ensemble brièvement. Alors, la première de toutes, c'est celle que je viens d'utiliser, qui est les dots. C'est le plus facile. Et là, ce que je vais faire, donc j'ai importé un tableau d'athlète. C'est l'exemple que donne Mike Bostock dans son tutoriel. Donc là, si je fais plot dot, je mets comme données athlète. Il faut que je lui renseigne le X. Je veux dire, c'est le weight, le poids de l'athlète. C'est une base de données de médailles aux Jeux Olympiques, je crois, qui est assez classique. Et là, je vais mettre le 8. Et puis, je vais y mettre en couleur, je vais mettre le sexe de l'athlète, le genre, dirons-nous. On est bon, il reste à plotter. Et voilà. Donc, la ligne que je viens de taper là vient de me tracer un nuage de points ordonné en poids, taille, et qui est colorié par le sexe de l'athlète. Cool. Bon. Mais mettons que là, par exemple, vous remarquez que ça ne commence pas à zéro. Il y en a qui disent que c'est pas bien de ne pas commencer à zéro. Alors, si je veux, par exemple, mettre le zéro vraiment dans le champ, ben ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des paramètres supplémentaires à la commande que je viens de faire. Et ça, je vais tricher un peu pour gagner du temps. Je vais ici spécifier le domaine en Y et le domaine en X. D'accord? Donc, c'est la même ordre de tracé, simplement, je précise des paramètres sur le domaine de tracé. Et là, il vient de m'adapter le tracé en commençant à 0, comme je lui ai demandé si gentiment. Pas mal, vous allez me dire. Bon, mais ça c'est la syntaxe, je dirais, pour faire un schéma, enfin, je veux dire, une marque. Si on veut faire des compositions de marques, alors on va adopter une autre syntaxe qui est la suivante. Plot.dot. Je vais y mettre, parce que j'ai ici mes options, là, je les prends et je vais les mettre directement là. Ah pardon, c'est pas plot.dot, c'est plot. Et ici, je vais rajouter un champ marks qui va contenir un tableau de ce que j'ai tapé là tout à l'heure. Donc, celui-là, par exemple. Bon, il me reste à fermer les parenthèses. Il doit y avoir un crochet, une virgule.
Donc, ce que je viens d'écrire là, c'est exactement la même chose que ce que j'avais écrit l'étape d'après, sauf que maintenant, la marque se trouve à l'intérieur d'un tableau. Vous voyez la différence? Et que le fait que ça soit un tableau, eh bien, je vais pouvoir rajouter d'autres marques dedans. Et c'est ça qui va permettre la composition de marques. Donc ici, je pourrais mettre virgule et puis mettre une autre marque. Donc, on va découvrir ça dans la suite, mais c'est la syntaxe que je vais utiliser la plupart du temps pour la suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de beau? Non, on va rester là. On va passer aux lignes. Alors, pour lignes, je vous ai préparé un petit truc. Voilà. Donc là, je trie, je vous l'importe d'un autre classeur que j'ai déjà préparé, mais que je vais vous commenter. Donc, c'est quelque chose qui fait plot, et là, j'ai deux, trois, quatre marques qui vont se superposer. Ça s'inscrit dans le sens, c'est-à-dire la première tracée sur le fond d'écran, c'est area, puis ligne, puis roule. Roule, c'est une ligne de base de l'axe des axes. Donc, si je rentre ça, voilà, j'ai mon... Je vais un peu plus bas. Donc là, je trace une ligne avec un jeu de données, peu importe. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ce jeu de données, à un moment donné, j'ai paramétré la manière dont je voulais tracer la ligne ou l'air. C'est le choix de ce petit menu déroulant. J'ai linéaire, step ou natural. Donc là, je vous montre un des exemples de paramétrage de la fonction ligne, mais qui montre aussi une sorte de réactivité, enfin d'interactivité avec plot, qui est gratuite avec observable. Bon, alors j'en ai quelques d'autres pour les lignes à vous montrer. Il y en a une qui est mignonne comme tout. C'est celle-là. Alors, on a fait exprès, c'est le cours boursier d'Apple, sauf on a mélangé les données. C'est-à-dire que on les a pas placées dans l'ordre, on a modifié l'ordre des données. Et Plot, par défaut, quand on lui dit tu traces une ligne, bah, il prend le premier point, puis il le relie au deuxième, puis il le relie au troisième, etc. Donc, si on veut mettre de l'ordre dans ce gloubi-boulga, bah, il faut forcément voilà, là, ça devrait marcher. Parce que là, malgré le fait que les données ont été brouillées, je lui demande de l'ordonner par la date. Et donc, je retrouve mes petits. Un autre qui mérite le détour, c'est qui est une sorte qui a exactement la même origine que ce que je viens d'expliquer, mais cette fois-ci, on va l'utiliser à notre avantage pour tracer des courbes. Je ne suis pas sûr du nom que ça porte, si quelqu'un peut... C'est des courbes où le temps s'écoule. En fait, on représente deux dimensions. Ce sont le coût du pétrole et le nombre de miles conduits par personne. Et le temps s'écoule sur le chemin, sur la trajectoire de ces deux coordonnées. Bon, ben ça, c'est pas un nouveau graphe, c'est simplement plot, on lui dit une ligne et simplement les jeux de données, les données sont organisées dans le sens chronologique. Voilà, on obtient un nouveau jeu de données sans difficulté. Et vous voyez que là, on a la superposition de la ligne, plotline, la proposition d'un point, c'est tous les points qui sont là, et on voit aussi une nouvelle marque qui est un texte, c'est-à-dire à tout endroit, on peut mettre un texte, et là, c'est un texte qui est mis tous les 5 ans, et donc voici le contenu. Donc, paf, 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 trois canaux qui, à partir d'un même jeu de données, vont tracer ça
comme par magie, quoi, tellement c'est chouette. Alors, on va parler maintenant des bars. On a vu les lignes, on va parler des bars. Alors, les bars. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer sur les bars? Oui. On va reprendre les données de tout à l'heure. Vous vous rappelez, c'était les petits points là. Sauf qu'au lieu de faire des petits points, je vais changer le nom. Je vais dire que ce n'est pas un point que je veux, c'est un bar Y. Et hop, cool. Je pourrais en faire un bar X aussi, hein, c'est-à-dire les barres dans l'autre sens. Il faudrait juste que j'inverse X et Y. Alors, on peut dire, bon, bah, OK, on va compliquer, on va mettre de la couleur, par exemple. Donc, je vais donner ces des catégories, pouf, et voilà, j'ai des couleurs. Je n'ai même pas eu besoin de m'embêter, les couleurs, il les a choisies pour moi. Si maintenant, je veux faire quelque chose de plus compliqué, comme par exemple, ce sont des... Vous vous rappelez, ce jeu de données, c'est un index, une valeur et une catégorie. Admettons que je veuille tracer un diagramme en barre qui calcule la somme de il y a combien dans la catégorie A, combien dans la catégorie B, etc. Et bien, je voudrais faire quelque chose comme ça. On va le faire à la main. Je vais faire un truc du genre plot, point, plot. Et on va mettre max. Donc, ça va pas ça. Bon, je vais quand même déclarer un petit X. Non, je n'ai pas besoin. Pourquoi tu veux pas de ça, toi? Plot de plot, Faut l'accolade finale. Ouais, merci. Ouf, voilà, sauvé. Donc, là, ce que je viens de faire, ça devient un petit peu plus élaboré. C'est pareil, c'est une barre Y de données. Et là, j'ai utilisé ce qu'on appelle une transformation en observable, en plot. Je lui dis que je veux consolider sur l'axe des Y la somme et représenter sur l'axe des X les catégories et leurs valeurs. Et là, je me dis, oui, mais bon, là, ce n'est pas trié, je voudrais le trier. Là, je vais vous citer une petite difficulté que j'ai eue à première utilisation de plot, c'était de savoir mais comment je fais pour les trier. Alors, il y a une première idée qui m'est venue, enfin, on peut la lire aussi dans la doc de Mac Bostock, c'est de dire je spécifie un domaine particulier. Je dis en X, ce n'est pas ABC, ce n'est pas l'ordre alphabétique, c'est C, A, B. Sauf que là, j'ai un peu triché parce que j'ai mis comme domaine les valeurs, enfin, les valeurs dans lesquelles je voulais leur donner. En fait, il serait plus malin d'avoir une fonction qui permet de calculer ça. Alors, cette fonction, elle est là. Je vous la mets comme ça au passage, mais voilà. Donc là, il y a un petit truc magique là où on peut trier. Bon. Bon, voilà à peu près pour les barres. Et je voudrais finir sur un petit essai de reconstruction. C'est un graphique que j'avais fait en Vega Lite
et qui, il y avait pas loin d'une journée de boulot, quoi, pour peaufiner, etc. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Vegalite, c'est un outil qui a des concepts un peu similaires où en fait on combine des données, on peut les transformer, on les projette sur un schéma. Donc c'est un peu similaire, mais c'est complètement déclaratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de JavaScript là-dedans. Et j'avais un peu ramé à faire ça. Donc on va essayer de le refaire vite fait en plot, voir si j'ai gagné quelque chose. Alors, j'ai mes flows là. On pourrait commencer par faire un truc du genre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un compte bancaire. Le bleu, c'est les rentrées positives du jour. En gris, c'est les données, les sorties, les crédits, débits. La petite barre qui est là, c'est le solde crédit moins débit. Et donc, je suis désolée. Non, Siri, tu ne prends pas un cours plot. Donc, la barre indique le bilan de ces deux soldes, positif, négatif. Donc, ça permet d'apprécier l'évolution de, en fait, le solde du compte bancaire, c'est la petite barre qui est là. Alors, j'ai deux flots de données, j'en ai un qui s'appelle Dflow et un qui s'appelle Dbal. Dflow, c'est mon entrée-sortie positif-négatif, et Dbal, c'est le solde. Donc, en fait, je vais superposer sur un même schéma ces deux flux de données que je vais décrire. Donc, ça peut être facile. Je ne vais pas le taper, mais voilà, on va faire ça. Je vais dire, je vais un bar Y. Et là, comme je profite du fait que flow, c'est directement positif ou négatif, je me dis, bon, en spécifiant la couleur, selon si c'est négatif ou pas, ça devrait faire le job. Waouh, super. Donc là, une seule instruction, j'ai déjà résolu la moitié de mon problème. Sauf que il y a un léger problème, c'est que, bon, là, c'est bien bleu, mais là, c'est pas rouge. Là, alors, le rouge, il est bizarre. Voyons si je mets black à la place, si ça fait quelque chose. Bon, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors là, ça, c'est du vécu complet. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne marche pas comme ça dans Plot. On ne spécifie pas. On pourrait faire ça. On pourrait faire fil blue. Ça marche. Mais si jamais c'est une fonction qui renvoie une valeur, alors la fonction va renvoyer des valeurs abstraites. Et ce qu'il faut, c'est spécifier la couleur que l'on veut vraiment dans le domaine de couleur. Donc, par exemple, comme ceci et comme cela. Petite virgule manquante. Je fais mes... Non, j'ai plus de déflow du coup. Bien sûr que non. J'ai changé de syntaxe. Bon, alors. Donc là, j'ai progressé. Pourquoi j'ai progressé? Parce que je renvoie un booléen en fonction de la valeur de la transaction. Si c'est positif, ce sera vrai. Si c'est négatif, ce sera faux. Et comment Plot va interpréter ça? C'est qu'il va dire, si c'est vrai, voilà mon domaine de couleur, vrai, faux. Et là, je renvoie vers une range qui est mes vraies couleurs que je veux maîtriser. Donc, light blue, light gray. Et là, si je mets black, effectivement, là, ça va fonctionner. Donc, petit truc de rien du tout, mais quand on n'a pas compris ça, on est un peu déboussolé au début, quoi. Donc, on ne spécifie pas des vraies couleurs, on spécifie des valeurs abstraites qui vont d'un domaine à un ensemble de vraies valeurs de couleurs, cette fois-ci.
Bon, alors, vous vous rappelez, je voulais me rajouter des petits trucs, j'y suis presque là. Il suffit que je rajoute un canal, un channel qui va bien. Alors, il y a une marque qui s'appelle le TIC, qui est juste une petite barre, donc je vais la rajouter. Toc, TIC. Il manquerait de terminer. Voilà, le crochet. Oui, si je ne ferme pas n'importe quoi, je recommence. Non, non, non. Voilà. Donc, je suis là. Je vais prendre mon Bartik qui est ici. Donc, je le concatène à mon barre Y. Et là, je devrais être bon. Donc, là, j'ai bien ma petite barre qui est apparue. Je suis sur le même jeu de données, des flots. Je fais un groupement qui n'est peut-être pas nécessaire dans ce cas précis parce qu'il n'y a qu'une transaction par jour. Et puis, je lui dis stroke width 2, et voilà. Si je veux peaufiner, j'ai un dernier channel que je peux rajouter, là, une dernière marque. Ces petites flèches qui montent et qui descendent, ben, c'est juste du texte. Je fais un plot de texte ici. Et voilà. Donc, là, je viens de vous le faire là, en 2 minutes chrono. En fait, pour le faire en plot la première fois, ça m'a peut-être pris une petite heure, mais je suis quand même là dans un rapport de 1 à 10 sur, entre plot et Vegalite. Bon, je ne suis peut-être pas bon ni en Vegalite ni en plot, mais voilà l'ordre de grandeur. S'il fallait faire ça en D3JS, c'est plutôt 2 jours, hein, en partant de zéro. Bon, évidemment, il y a toujours moyen de faire un copier-coller de données, enfin de graphiques déjà plus ou moins faits. Bon, il est 8 heures. Je peux encore parler de choses et d'autres, mais j'aimerais vous faire un petit panorama de qu'est-ce qu'il faut aller voir pour commencer dans Plot. Donc, à la fin du classeur, donc je vais republier d'ailleurs, comme ça vous verrez là, toutes les mauvaises programmations que je viens d'exécuter devant vous. Et je vais vous faire la visite guidée de ce qu'est-ce qu'il faut regarder. Alors, le premier point de référence, c'est celui-là. Tous les classeurs Plot écrits par Mike Bostock. Donc, il y a 12 classes, non, là, 21 classeurs qui forment une sorte de doc explicative avec d'introduction qui explique tous les aspects de plot. Donc, on voit les marques de cellules qui permettent de faire, par exemple, des heatmaps. Voilà. On trouve des choses sur permettant de faire des transformations stack, d'empiler des données les unes sur les autres pour faire des... Voilà. Donc, et là, vous voyez, le schéma qui est là, vous voyez, c'est 5 lignes qui sont là. Hein. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors, ça, c'est donc un point d'entrée absolument indispensable à conserver forcément. Le deuxième, qui est à mon avis extrêmement précieux, c'est le plot sur GitHub. C'est à peu près la même information, sauf qu'elle est sous une forme beaucoup plus concise et beaucoup plus... voilà, on a la liste de tous les paramètres qu'on peut mettre à différents endroits, etc. C'est-à-dire que ma suggestion, c'est il faut lire tout ce qui est écrit Mike Bostock et puis après, il faut avoir le GitHub devant les yeux pour être bien sûr que les options s'appellent comme ça, que les échelles de couleurs, c'est bien celle-ci ou celle-là. Et alors après, eh ben, il faut aller regarder ce que les autres ont déjà fait. Alors, je ne sais pas si Philippe nous a rejoint, non?
Bon, À l'instant, je crois que Philippe vient juste de nous… ah bah alors, on va juste… Alors, par exemple, celui qui m'a jeté, qui m'a enfin, immédiatement attiré l'attention, c'est l'hôtel de Bertin. Bonjour. Bonjour Philippe, on est en train de balayer les ressources utiles. L'hôtel de Bertin, je ne sais pas si vous le connaissez, tout le monde le connaît. C'est un… Alors, Jacques Bertin, d'abord, c'est un illustre français qui a fait beaucoup pour la data vise et les grammaires graphiques. Ça, c'est un exemple absolument bluffant que je vous invite à creuser, où à partir d'un jeu de données, simplement en mettant en noir ce qui est supérieur à la moyenne et en blanc ce qui est inférieur à la moyenne, eh ben, on arrive à faire apparaître des tendances, des corrélations. Enfin, c'est absolument brillant. Ça, c'est le Bertin initial. C'était plutôt années 60, si ma mémoire est bonne, peut-être même avant. Et ici, c'est la reconstruction qui a été faite notamment par Philippe Rivière de ce Bertin. Là. Et étonnamment, moi j'étais étonné que ce soit si compact. Quoi. Allez, je finis mon petit… Alors, j'invite aussi à aller voir, il y a des exercices corrigés. C'est absolument super pour rentrer dans la problématique, parce que c'est comment dire, c'est très friendly. On vous dit par exemple… voilà, changer le code pour le remplacer, pour pouvoir représenter la masse. Alors bon, là, au début, c'est pas trop difficile, quoi. On met masse, enfin, on retire les points. Et ça marche pas. Eh bien non, c'est body mass, voyons. Voilà. Et voilà. Et donc, là, tout de suite, on est content parce qu'on a trouvé la solution. Quoi. Et c'est très, comment dire, c'est à la fois très ludique et très valorisant. On a pour avancer dans la compréhension de plot. Alors, je vous montre aussi des trucs absolument fous. Il y a un certain Eric Lowe qui a fait des machins. Je n'avais même pas compris qu'on pouvait faire ça avec plot, mais manifestement, il y arrive. Bon, c'est du plot augmenté de JavaScript. Il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Donc, voilà quelques échantillons de ce qu'il arrive à faire. Là, on retrouve des graphiques bien connus de la communauté DataVis, des petits multiples. Alors, en à peine une dizaine de lignes. Voilà. Qui a d'autres que je pourrais… Donc, tout My Bostock, tout Philippe Rivière, c'est à dévorer. Il y a, je vous invite à regarder aussi un truc qui vient de sortir, je crois que c'était avant-hier, qui s'appelle Table Summary. C'est un truc qui est programmé en plot. C'est une application plot. En fait, vous lui donnez un jeu de données à cette fonction qui s'appelle Summary Data, et il vous trace automatiquement ça en HTML dans la page. Il vous donne en fait le nombre de colonnes, le nombre de lignes, et puis il vous donne pour chaque colonne, est-ce que c'est de l'ordinal, si c'est des catégories, il y en a combien, etc. C'est absolument bluffant. Je l'ai vu fonctionner sur les jeux de données plus conséquents, c'est waouh. Non, c'est une super bonne idée et c'est super bien réalisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le ProPool Tooltip. Alors ça, peut-être que Philippe Rivière va nous en dire davantage. À l'heure actuelle, il semblerait que Plot n'ait pas de tooltip, mais il y a une fonction magique là, qui a été mise au point qui semble lui donner la capacité d'un tooltip. Alors, est-ce une implémentation définitive? Est-ce que c'est un hack temporaire? Philippe va peut-être nous en dire plus. Voilà, bon, regardez, toutes les références que je vous ai mis là sont des très bonnes références. Si vous balayez tout ça, vous en saurez vachement sur Plot et vous commencerez à vous débrouiller. Je vais faire juste une conclusion partielle. Donc,
au jour d'aujourd'hui, c'est une bibliothèque qui a 1 mois, quoi. C'est vraiment bébé, quoi. En plus, la compréhension que j'en ai est vraiment très, très partielle, quoi. Je n'ai pas du tout la prétention de comprendre toutes les subtilités du fonctionnement, et même il y a des transformations, je ne suis pas sûr de bien les maîtriser, ou alors un Kanaka Seltzer. Bon, donc c'est mes impressions à chaud, hein. Je changerai d'avis bien volontiers si quelque chose apparaît. Donc, il y a des concepts très bien ficelés. Il y a vraiment cette impression que waouh, on va pouvoir tout assembler, que on va pouvoir tout construire. Le plus souvent, Plot, il décide quelque chose, à la différence de Vegalite, par exemple, qui souvent laisse à l'écran blanc et on ne sait pas trop où c'est, où il y a des problèmes. Bon, évidemment, les exemples pléthoriques, il y a déjà des centaines et des centaines d'exemples, une documentation qui paraît de très bonne qualité, les exercices, qui sont très marrants à faire. Moi, je trouve ça extrêmement efficace et productif sur les quelques essais que j'ai faits. J'ai vraiment l'impression de gagner du temps, d'être très puissant. Avec juste nos doigts, on peut faire plein de choses. Ça me paraît utilisable dès maintenant, malgré les manques, mais à condition de hacker, c'est ce que j'ai l'impression que j'ai. Donc, il manque les tooltips, encore que, bon, ils sont peut-être déjà là, je ne sais pas. Il manque les titres et les légendes, l'interactivité. Voilà, ça c'est mon humble conclusion. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Moi, j'avoue que je suis un peu bluffé aussi. La question que posait Alain, c'était est-ce que quand on arrive à des limites de ce qu'on veut exprimer en plot, est-ce qu'il y a moyen de débrancher les trucs et de passer en JavaScript? Je simplifie. Ouais, je t'ai rajouté le petit bout de commande D3 point quelque chose et qui va te permettre de réaliser ce que tu veux, quoi. D'accord. Alors, première chose, je vous prie de m'excuser parce que l'électricité a sauté au moment où vous me posez la question. Et après, mon ordinateur a essayé de se connecter sur le Wi-Fi de l'autre maison et ça ne marche pas tellement mieux. Bref, donc je suis un petit peu… voilà, j'arrive. J'espère que cette fois, ça va tenir. Donc, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez exploré un petit peu les possibilités de plot et maintenant, vous voulez aller plus loin. Vous êtes un peu frustré par les limites déjà que vous avez rencontrées. Non, pas tout à fait. En fait, parmi le public, là, il n'y avait personne qui avait essayé Plot lui-même avant le truc. D'accord. C'est tous c'est leur première exposition. Et donc, en fait, ils se projettent en disant, et si j'adopte Plot, et si… D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que les exemples que donne Eric Lowe sont assez parlants dans le sens où ce qu'il propose, lui, c'est de refaire un petit peu tous les graphiques habituels qu'on sait faire avec D3, de les refaire avec Plot. Quelque part, ce n'est pas ça qu'on veut faire avec Plot. Donc, c'est bien de pouvoir le faire. Ça montre qu'on a beaucoup de… c'est possible de bien manier la bibliothèque pour faire des choses très variées. Mais l'idée de Plot, c'est quand même de ne pas trop faire de choses compliquées, mais plutôt d'aller très vite. C'est vraiment la notion de base, c'est la vitesse, c'est-à-dire c'est de pouvoir itérer sur des graphiques en faisant un graphique par minute. Bon, c'est une idée un peu exagérée, mais disons que là où D3 permet d'aller très en profondeur, avec Plot, on veut aller très en surface, au sens couvrir beaucoup de surface. Donc, l'exemple typique, c'est de faire des collections de cartes, comme dit Bertin, des small multiples, donc soit avec des facettes. Alors, le système de facettes, il permet de faire plusieurs fois le même graphique en changeant simplement un paramètre. Ou alors des collections de cartes simplement en répétant des mêmes appels à plot, mais en variant un paramètre. Et donc, de pouvoir observer ces données de plein de manières différentes, ou bien, je ne sais pas si c'est des données par année, de faire le graphique de 1970, puis celui de 1971, puis celui de 1972, et de les mettre comme ça tous ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de la mission de base de Plot. Et ensuite, pour aller aussi dans la vitesse, le fait qu'il y ait très peu de code, que ce soit très, très concis et très expressif, ça permet de, comment dire, au lieu d'avoir à mettre en place
beaucoup de fonctions et de méthodes avant de parvenir à avoir son graphique. Au contraire, on a quelque chose de très ramassé qu'on ne va pas hésiter à copier-coller pour changer un paramètre. Et puis après, on va de nouveau copier l'état auquel on est arrivé, coller dans une nouvelle cellule, et pour ça, observable est vraiment idéal. Coller dans une nouvelle cellule, faire une modification, coller dans une nouvelle cellule, faire une modification, avec cette idée non pas de générer un graphique très avancé, très en profondeur, mais au contraire, plein de graphiques sur lesquels on va itérer le plus vite possible jusqu'à ce qu'apparaisse l'étincelle qui va nous dire « tiens, c'est là que ça se passe ». Et après seulement, on va vouloir aller plus loin. C'est là peut-être qu'on va rencontrer les limites de ce qui est prévu et qu'on va vouloir commencer à hacker. Mais je pense qu'il ne faut pas partir dans l'idée que c'est la même chose que Détroit en plus abordable. C'est vraiment, il faut prendre enfin, c'est une habitude à prendre, mais c'est cette habitude d'aller le plus vite possible, d'observer des données qu'on ne connaît pas, le plus vite possible pour essayer de voir si on peut voir quelque chose, voir une forme qui nous intéresse. Et après, on va pouvoir creuser autour de cette forme. Est-ce qu'il y aura un jour une interactivité native dans Plot? Donc, je ne sais pas, moi, le brushing, le zoom, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable? Oui, alors donc sur la roadmap, le premier élément qui nous paraissait important, c'était d'avoir les légendes. Les légendes de couleur et les légendes de taille, notamment pour les symboles, enfin les ronds, je ne sais pas comment on dit en français, les ronds, les cercles. Il y a aussi la légende des transparences, des opacités qui est presque terminée. Donc ça devrait être bon ce mois-ci. Et l'étape d'après, effectivement, c'est l'interactivité, donc avec l'idée d'intégrer Plot dans ce qu'on appelle le data flow de Observable. Donc le data flow, c'est simplement dire qu'on est capable de lire des valeurs qui changent et de se recalculer, en fait, quand les valeurs en amont changent, mais qu'on est aussi capable d'envoyer des nouvelles valeurs en aval qui vont être traitées par la suite du notebook. Et ça continuera à fonctionner même hors d'Observable? Oui, donc les méthodes qu'on utilise dans Observable pour faire le data flow, c'est des méthodes qui ne sont pas liées à Observable. D'accord. Donc, c'est des événements JavaScript, custom event, et on attache à l'objet, enfin à la figure, au graphique, soit au SVG, soit à la figure qui l'enveloppe. On attache un élément qui s'appelle value. Et ensuite, on envoie un custom event qui dit à tous ceux qui veulent écouter ce graphique, donc tous les event listeners qui se branchent sur ce graphique et qui disent moi j'écoute quand il y a des modifications de la value de ce graphique, je vais faire quelque chose. Et ça peut très bien être fait en dehors d'Observable. C'est du JavaScript natif. Après, il est particulièrement adapté à Observable, évidemment. On utilise les mêmes méthodes qu'ailleurs d'Observable, mais ce n'est pas lié, c'est pas quelque chose qui nécessite le runtime, par exemple. On peut tout à fait, dans une page web normale, entre guillemets, HTML et JavaScript. Donc, il y a l'espoir pour l'interactivité. C'est super. Voilà. Donc, en fait, il y a pas mal de plugins déjà qui font Brush, Click, Hover avec un système pour repérer rapidement le point le plus proche là, avec un quadtree et des choses comme ça. Le Add Tooltip, c'est ça qui a été... Donc, Add Tooltip, ouais, c'est comment dire un dérivé de ça. D'accord. Mais Add Tooltip, c'est une interactivité qui est à l'intérieur du graphique. Oui. Là, l'idée que j'étais en train de développer, c'est plutôt d'utiliser l'interactivité pour, par exemple, sur un graphique, pouvoir sélectionner une zone
et que la valeur, l'ensemble des points sélectionnés se retrouve comme, émis comme un message envoyé par le graphique à quelqu'un d'autre qui l'écoute et qui va faire autre chose. Donc, par exemple, un autre graphique ou une table. Et, on ne va pas trop dépasser 20h30 parce que non, sinon les meet-up partent, les gens s'en vont, c'est pas trop forcément très agréable. Il y avait quelques questions brûlantes que vous voulez adresser à Philippe, là, une fois, deux fois, trois fois, sinon moi j'en ai quelques-unes. Hein. Moi, j'avais toujours ma question à propos de la grammaire, parce que j'entends beaucoup citer Bertin et je m'en ravis. Donc, peut-être une petite question juste académique, on va dire. Oui, quelle est la question, du coup? La question, pardon, c'était est-ce qu'il y a une grammaire? Est-ce que vous avez suivi une grammaire graphique type Grammar of Graphics qu'a suivi ggplot dans R ou ce qui est proposé, préconisé par une. C'est pas de manière formelle, mais on suit ce genre de pratique, mais on n'a pas quelque chose qui est formel. Ce qu'on a, c'est cette notion de transformation, donc de transformation qu'on peut comment dire, enchasser les unes dans les autres. Et puis, on a la notion aussi de layers, donc de pouvoir ajouter des marques les unes sur les autres. Et on a cette notion qui est extrêmement importante et qui peut être parfois difficile à comprendre quand, par exemple, on veut donner des couleurs à des points et qu'on envoie des couleurs et que c'est transformé en d'autres couleurs, qui est la notion que toutes les marques doivent passer par des échelles qui sont communes à l'ensemble du graphique. Voilà. Alors, par contre, ça se rapproche. Ça, c'est un truc génial, c'est que une fois on a fixé ces domaines de couleurs, la couleur est constante sur tout un classeur, quoi. Ça, c'est un bénéfice. Moi, j'étais bluffé, quoi. Je dis, oh, mais comment il choisit la bonne couleur d'un graphique à l'autre? Il suffit qu'il alors, pour l'instant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as... si tu as un graphique, si on reprend les pingouins, là, tu as un graphique avec les couleurs de pingouins qui correspondent, mettons, à l'île sur laquelle on les trouve. Oui. Si tu fais un deuxième donc, le premier graphique, il va avoir 3 couleurs, parce qu'il y a 3 îles. Si tu fais un deuxième graphique avec, en ayant fait un filtre auparavant sur tes pingouins pour n'avoir qu'une île, il va prendre la première couleur de la série. D'accord. En revanche, avec la branche sur laquelle j'ai travaillé la semaine dernière, en plus d'exposer donc éventuellement des valeurs, chaque graphique va exposer ses échelles. C'est-à-dire que quand on aura un SVG qui sera généré par plot, la valeur scales de ce SVG va nous envoyer scales color, scales X, scales Y, etc. Et si on utilise, donc c'est des objets qui permettent de définir des échelles, et si on réinjecte ces objets dans le plot suivant, on aura le même mapping entre une île et une couleur. Voilà. Okay. Donc, il faut quand même s'arranger. Si on fait ça, il faut quand même s'arranger pour que dans le premier graphique, il y ait toutes les îles. Oui. Sinon, ça veut dire qu'elles seront ignorées dans les autres, dans les graphiques suivants. Voilà. Alors, on va devoir conclure ce meet-up, mais peut-être avant de conclure, je voudrais d'une part remercier Philippe de nous avoir rejoints, remercier Alain pour sa présentation qui était extrêmement pédagogique, et j'espère que vous en avez tous été convaincus. Et je voudrais peut-être laisser le dernier mot à Philippe et lui demander si tu avais juste un mot pour encourager tous les gens qui nous ont rejoints. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire en un mot, la raison pour laquelle il faut utiliser Plot? Et ce sera la conclusion de ce meet-up. Je sais que c'est sadique un petit peu, mais... Non, mais c'est très bien. Bon, déjà, il faut utiliser Plot parce que ça va me donner du boulot. Merci. Non, c'est pour ça que j'ai pas pu assister au début du meet-up. C'est que je suis dans une procédure de onboarding, c'est-à-dire de recrutement par observable. Et donc, j'ai des réunions tous les soirs, vu qu'ils sont à San Francisco, c'est tous les soirs pour moi, avec les différents membres de l'équipe pour découvrir comment fonctionne tout le système. Non, en fait,
Je pense que l'argument le plus pertinent que je peux avoir, c'est que depuis que je l'utilise, et je ne fais pas que le développer, j'ai commencé, Mike Bostock avait déjà commencé à le développer. Depuis que j'utilise, je ne veux plus utiliser autre chose. C'est-à-dire que c'est tellement efficace qu'on n'a pas envie de retourner au système où on va définir de manière un petit peu laborieuse son échelle X, son échelle Y, ajouter les axes, s'assurer que voilà, toutes ces choses qui sont indispensables avant même de voir ces données, parce que sinon on voit pas, enfin on voit des trucs un peu qui flottent. Voilà, là on gagne un temps fou et ça change la manière même d'aborder l'exploration de données. C'est vraiment sur ce côté exploratoire qu'on gagne un temps fou. Après, sur le côté du rendu, bon, d'une part, c'est vrai que c'est jeune, donc il n'y a pas tout. Si vous voulez faire des camemberts, il n'y a pas, etc. Bon. Mais aussi, le gain de temps, enfin, ce qu'on a gagné comme temps au départ, on ne le repère pas par la suite. On n'est pas obligé de quitter Plot pour faire un rendu bien fin, puisque ce que Plot génère, c'est du SVG avec enfin, les données sont liées aux marques, etc., de la même manière. Donc, on peut continuer à travailler sur son SVG, l'exporter dans Illustrator, etc., tout ce travail qu'on fait habituellement. Mais là-dessus, on ne va pas gagner de temps. On va vraiment gagner du temps au départ. Et après, c'est simplement le même travail qu'avant. Donc, il n'y a pas un énorme gain. Mais je ne crois pas qu'on soit fondamentalement bloqué, à part le fait qu'il n'y a pas encore beaucoup d'exemples au-delà de ce qu'on a proposé pour l'instant qui couvre, je ne sais pas, peut-être 20% ou 60% de ce qu'on fait habituellement. Je ne sais pas, ça dépend. Par exemple, il n'y a pas la cartographie. Voilà. Oui, encore. Bah, c'est Merci. un des premiers plugins que j'ai fait, c'était d'être sûr qu'on pouvait faire de la cartographie, mais c'est loin d'être publiable. Merci beaucoup. Je pense qu'on entendra beaucoup parler de Plot dans les prochaines semaines. En tout cas, au Toulouse Data Viz, on va vraiment surveiller ça de très près et l'utiliser. Je retiens de ton mot de conclusion que ça a l'air très addictif et on en a eu un bon aperçu cet après-midi. Ce soir, plutôt avec la présentation d'Alain, on a vraiment l'impression qu'on peut faire des tas de choses en très peu de temps. Et ça, on adore ce genre d'outils. Donc, merci beaucoup pour ta contribution à la communauté. Merci beaucoup d'être venu ce soir.